un petit mot sur l'organisation. Donc, Sarah, ici présente, qui est responsable de l'association des acteurs de la finance responsable, qui co-organise avec nous Scale Risk, éditeur de plateforme ESG, cet événement. Donc, pour certains, vous avez l'habitude, on fait un événement mensuel avec une actualité un peu chaude du moment. Donc là, le dernier rapport du GIEC est tombé à point nommé pour notre organisation. Donc, vous allez entendre parler de la jeunesse du GIEC, les chiffres du GIEC, vous allez entendre parler de green bonds, vous allez entendre parler d'un certain nombre de sujets assez passionnants et assez actuels avec nos deux interlocuteurs. Donc du coup, 3 parties à ce webinaire. Une présentation de nos interlocuteurs qui vont ensuite débattre ensemble sur un certain nombre de sujets autour du GIEC. Et puis, on gardera la dernière demi-heure pour discuter de vos questions. Vous voyez, il y a un modérateur en bas à droite. N'hésitez pas à les poser parce qu'en général, c'est assez riche. Et évidemment, on essaiera de répondre au maximum. Et si on ne répond pas à tout, on vous enverra un mail après l'événement pour vous donner les informations supplémentaires. Écoutez, je vous souhaite un excellent webinaire. Et puis, on va commencer avec toi, Stéphane, par exemple, pour une présentation. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Stéphanis. J'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le secteur de l'énergie. J'ai beaucoup travaillé chez d'abord les pétroliers, et puis à l'IFPEN et chez Technip. Et puis maintenant, je suis consultant indépendant basé à La Réunion. J'imagine c'est à moi de me présenter, Hugo. Oui, on passe de La Réunion à Paris, ouais. Voilà, absolument. Bonjour à tous. Vincent Auriac, donc moi je suis le président d'Axilia, qui est une société de conseil. On a le statut, pour ceux qui sont familiers avec tout ça, de CIF, Conseil en investissement financier, depuis 2005. Ça fait un peu plus de temps que ça que je suis dans l'ISR. Ça remonte à la fin des années 90. Donc j'ai vu un peu le film se dérouler. Ça me donne un petit avantage effectivement pour décrypter un peu les choses qui se passent. On travaille beaucoup pour des clients, associations, fondations. Donc on a souvent des demandes assez atypiques par rapport à la typologie des investisseurs habituels. On a eu, parce que ça fait un bout de temps, j'imagine qu'on bosse là-dedans, une coupole de l'audace de la GFI l'année dernière ou il y a 2 ans, un peu pour tous nos travaux. Voilà, on a formé pas mal de gens sur la finance responsable. Depuis 2007, on a organisé des ateliers du même nom. Et puis, on essaye d'être cohérent. On donne 1% de notre chiffre d'affaires pour des associations. On prend beaucoup de stagiaires qu'on forme et qui on passe beaucoup de temps et qu'on considère comme des vrais équipiers. Et voilà, on essaye de faire progresser la recherche également sur la finance responsable. Merci beaucoup. On va passer à toi, Sarah. Bien sûr, avec plaisir. Bonjour à tous. Du coup, merci beaucoup, Hugo, de nous accueillir encore en cette rentrée pour nos webinaires mensuels. C'est toujours un plaisir, voilà, pour nous aussi de pouvoir échanger chaque mois sur des sujets d'actualité. On a fait un petit changement de programme. Cette semaine, ça tombe un mardi, mais à partir du mois prochain, on revient sur le jeudi, c'est promis. En tout cas, je suis ravie de vous accueillir, Stéphane et Vincent, tous les deux pour le thème du jour, donc qui sera le rapport du GIEC qui est sorti cet été et surtout, bien entendu, son impact sur les institutions financières. J'en profite, comme Hugo le disait, pour rappeler aux participants de ne pas hésiter à poser au fur et à mesure de l'échange toutes vos questions. On les récupère dans la deuxième demi-heure et on va répondre à toutes ces questions avec nos invités. Donc surtout, n'hésitez pas. On a déjà quelques questions sous le coude qui nous sont arrivées un petit peu en avance de phase. Mais ensuite, on est à votre écoute et c'est totalement le but de cet événement. Peut-être un petit mot pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui découvrent les webinaires pour la première fois. Donc, je suis cofondatrice de l'association AFR, les acteurs de la finance responsable. Notre association regroupe un peu plus de 200 experts de la finance. On a pour ambition, pour faire très simple, de rassembler, fédérer, former les professionnels de la finance sur tous ces sujets de l'ESG. Et en complément, je suis aussi consultante pour l'entreprise Scale Risk que j'accompagne dans le cadre du développement de la plateforme ESG qu'ils proposent
et qui est adressée aux asset managers. Donc, dans le cadre de cette activité, je vais travailler quotidiennement sur les questions de traitement, de mise en qualité, d'analyse, d'utilisation de la donnée extra-financière, qu'elle soit climatique ou non. Donc, bien entendu, pour moi aussi, un sujet qui m'intéresse beaucoup et j'ai hâte de vous entendre, Stéphane et Vincent, sur le sujet. On va peut-être d'ailleurs rentrer dans le vif du sujet maintenant. Donc, le 6e rapport d'évaluation du GIEC est sorti durant le mois d'août. Il nous apporte de nouveaux éléments quant aux connaissances scientifiques sur le climat. Bien entendu, il s'inscrit dans une continuité par rapport aux précédents travaux du GIEC et malheureusement, il confirme aussi certaines hypothèses qui prévalaient déjà auparavant et donc qui se confirment. Depuis les années 80, on savait déjà dans quelle direction le climat pourrait évoluer. On a commencé à sentir dans les années 90 et à voir apparaître certains symptômes. Et aujourd'hui, finalement, le GIEC a ce rôle de travail de suivi des connaissances qui est néanmoins malheureusement nécessaire parce qu'on doit passer d'un diagnostic à une proposition d'action. Et c'est voilà, tout l'enjeu des travaux qui viennent d'arriver et qui vont arriver dans les mois à venir, comme va bientôt nous l'expliquer Stéphane. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on apprend de plus en plus sur le côté irréversible de certains des phénomènes. Je pense au stockage de la chaleur dans l'océan, à certains événements extrêmes qui vont avoir tendance à se produire de plus en plus fréquemment et aussi de plus en plus violemment. Alors, bien entendu, tous ces événements vont avoir un impact partout sur la planète et forcément, ils vont avoir un impact sur notre système économique, sur nos entreprises. Et c'est dans ce cadre-là que le rapport du GIEC peut être un excellent outil pédagogique pour les financiers, pour les économistes, afin de pouvoir analyser, mesurer, maîtriser et gérer au mieux les risques liés à nos investissements. Et donc forcément, ça va être l'objet de notre échange et je vais tout de suite m'arrêter pour laisser la parole d'abord à Stéphane puis à Vincent sur ce sujet complexe sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, Stéphane, peut-être, je vais te laisser la main afin que tu puisses nous en dire un petit peu plus finalement sur ce que dit ce rapport, sur ce qu'est le GIEC et finalement de ce qu'il y a à retenir d'important. Donc, je te laisse la main sur le sujet. Merci, Sarah. Voilà, donc l'idée ici, il y a eu beaucoup donc ce rapport a marqué un peu les esprits. J'imagine que vous avez tous un peu en tête ça. Enfin, ça a été un marqueur de l'été, même si c'est sorti en plein mois d'août. Je pense que l'idée, c'est de démystifier un peu le GIEC. Donc, on a vu, il y a eu plein de synthèses, plein de gens qui ont dit qu'ils allaient expliquer ceci, cela. Donc, vous allez vous dire, encore un autre. Donc, il y a de ça, mais surtout, moi, je vous encourage à aller lire en fait directement sur le site du GIEC. Ils font de plus en plus des synthèses. Ils appellent ça des synthèses pour les décideurs. Donc, qui sont finalement assez courts, qui se lisent assez vite. Alors, souvent en anglais, il y a parfois aussi des parties qui sont traduites. Et donc, un des messages clés, c'est je vous encourage à aller directement à la source pour ne pas avoir de biais et être sûr de bien lire et de bien comprendre ce qui est dit, même si c'est un petit peu scientifique, même si c'est parfois un tout petit peu touffu. En général, c'est assez bien fait. Et donc, je ne saurais trop vous recommander d'aller sur le site du GIEC. Et donc, le site, c'est ipcc.ch. Donc, c'est en anglais, GIEC, ça se dit IPCC. Donc, l'histoire du GIEC, ça a commencé en 1988, donc à la fin des années 90, et c'est en fait une organisation qui a été créée avec un double patronage, l'UNEP, le Programme des Nations Unies pour la protection de l'environnement, et l'Association mondiale de la météo. Donc, il y a eu un certain nombre de rapports. On en est au 6e. Et à chaque fois, ces rapports comprennent 3 volets. Un volet sur le débat scientifique, c'est le rapport qui est sorti là. Un volet sur l'adaptation au changement climatique et un volet sur l'atténuation au changement climatique. Donc, en fait, ce rapport qui est sorti, c'est le rapport qui fait le point sur la science du climat. Il y en a 2 autres qui vont sortir, un courant 2021 et probablement le dernier sur l'atténuation en 2022. Donc, il faut donc bien suivre cet événement. Alors, je me suis amusé pour la présentation, chose qu'on n'a pas vue trop dans les synthèses, mais je me suis permis de le faire du coup pour être un peu original, à faire un peu d'archéologie dans les différents rapports et voir un peu l'évolution de ce qui était dit dans chacun. Donc, le premier rapport, donc, vous voyez, on l'appelle le FAR, First Assessment Report, Second Assessment Report, Third, etc., etc. Et donc là, je suis tombé sur une version en français.
Et vous voyez qu'en bas, il y a un truc qui dit, sur le petit texte, je pense que vous voyez sur l'écran, cette variabilité naturelle associée à d'autres facteurs dus à l'homme pourrait avoir contrebalancé un réchauffement encore plus considérable dû à l'effet de serre d'origine anthropique. Donc, on est au tout début sur une idée qu'il y a un début de réchauffement climatique. À l'époque, on est entre 0,3 et 0,5 degrés constatés, et un doute sur le fait que l'homme en soit responsable. Vous prenez le second rapport et voyez comment ça démarre. Our ability to qualify the human influence on global climate is currently limited. Donc, on voit qu'au début, on est encore dans des… On pense qu'il y a quelque chose, mais on n'est pas encore dans des certitudes. On voit que le troisième rapport, qui est en 2001, et là, on sent qu'il y a un renforcement de la connaissance. Et there is a new and stronger evidence than most of the warning observed on the last. Et en fait, la différence entre les trois, c'est d'une part que le changement climatique est de plus en plus constaté. Et donc là, on se dit, on était entre 0,3 et 0,5 et on s'approche de plus en plus des 1 degré qu'on constate aujourd'hui. Et de l'autre côté, on sait bien, il y a la science qui s'est confirmée. On savait depuis très longtemps que le CO2 était un gaz à effet de serre, qu'il y en avait d'autres. Et donc, on commence à comprendre qu'effectivement, l'accumulation de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère a des conséquences sur le climat et qu'on élimine de plus en plus d'autres sources potentielles de changement climatique. Typiquement, moi, j'ai souvenir de gros débats sur l'influence du soleil ou des choses exotiques de ce type-là. Ensuite, donc, il y a eu le quatrième rapport en 2007. Donc là, on voit que le terme est beaucoup plus rassurant, enfin, en tout cas assuré. There is a high evidence. Donc là, on est sûr. Le rapport de 2014, qui est le 5e assessment rapport, là, on est quasi sûr, on est presque sûr. Et le dernier rapport, donc là où il y a eu un très grand progrès dans ce rapport numéro 6, c'est qu'on est, il parle de unequivocal, donc français, en bon français, il n'y a plus aucun doute, sans équivoque, l'homme est responsable du changement climatique qui est observé. Et donc, un des grands pas en avance de ce rapport, c'est quelque chose de pas forcément si facile à sentir, mais c'est que, en fait, on est sur l'attribution. C'est un terme, j'utilise ce terme à dessein, c'est le terme vraiment, on est vraiment certain maintenant qu'on peut attribuer l'évolution du climat observé à l'activité de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe en fait depuis le début de l'ère industrielle une montée de la température sans précédent depuis les 2000 dernières années, donc grosso modo Jésus-Christ, et donc de l'ordre de 1 degré, donc on dépasse même aujourd'hui un peu 1 degré. Et donc, vous voyez sur le petit slide de droite, on fait une simulation sans l'homme et une simulation avec l'homme et on observe l'évolution de la température et on voit que ça match. Et donc, avec des conséquences en partie irréversibles, comme l'a souligné Sarah en introduction à la présentation. Hop. Alors ensuite, j'aurais pu vous montrer des figures du GIEC qui sont pour le coup très scientifiques. Et il y en a beaucoup sur ce qui se passe un peu sur le globe, mais je ne les trouve pas très parlantes. Et plutôt que de partir dans des graphes un peu scientifiques et avec des maps mondes, j'ai préféré parler de cas très concrets de ce qui s'est passé cet été. Donc cet été, depuis cet été, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu typiquement des images très impressionnantes d'inondations en Allemagne et en Belgique. Je pense, qui ont marqué les esprits. Et d'ailleurs, ces événements en Allemagne vont avoir une probable influence sur le résultat de l'élection et au-delà des partis sur la politique future de l'Allemagne sur le changement climatique. On a eu des épisodes, évidemment, de feu que vous avez vus. Alors, la Californie, c'est redondant depuis maintenant plusieurs années, des méga-feux en Californie. Au Canada, des températures comme jamais vues, c'est-à-dire on a atteint au-dessus de la partie en Colombie-Britannique des températures de 50 degrés. Il faut se rendre compte de ce que c'est que 50 degrés dans l'hémisphère nord et donc au Canada. Des feux de forêt en Turquie, en Grèce, qu'on a vu un peu partout, en Sibérie, qui ont été moins filmés, mais qui ont été quand même sont présentes. Et donc des événements climatiques exceptionnels qui s'accélèrent à un rythme sans précédent. Donc,
une situation qui est de plus en plus critique. J'aurais pu rajouter des températures extrêmes incroyables. Hein. Il y a eu plusieurs endroits sur la planète en même temps. On a atteint les 50 degrés. 50 degrés, ça veut dire en fait dans certaines parties du globe des situations critiques même pour y vivre. Hein. Faut se rendre compte de ça. Et donc, demain, en fait, le GIEC a rassemblé un certain nombre de scénarios que vous voyez ici, les SSP, et on voit que suivant l'évolution des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, donc aujourd'hui, vous voyez sur le graphe de gauche, on est à peu près à 40 gigatonnes de CO2. Et vous avez ensuite d'autres gaz à effet de serre, deux autres surtout qu'il faut suivre. Il y en a des gaz qui sont un peu plus exotiques, mais qu'il faut suivre aussi, mais surtout deux autres, donc le méthane et le N2O. Donc le CO2, il vient d'où? Il vient de la combustion des énergies fossiles, mais aussi de la déforestation. Et puis, vous avez à peu près, c'est 65% des émissions de gaz à effet de serre au global, et le CO2 issu des forêts, c'est 10%. Et vous voyez que, donc, suivant le scénario, on peut être dans une situation où on va dépasser très largement les 1 degré, on va vers les 3, 4, 5 degrés, ou bien, si on est vertueux et si on atteint très rapidement une baisse des températures, on pourrait éventuellement rester sous les 1,5 degré. Dans ce graphe, ce qui est important de noter, c'est que il y a le CO2, mais il y a aussi les autres gaz, donc le méthane qui vient de les chaînes pétrogazières, de la riziculture, de l'élevage, en particulier l'élevage de bovins, et puis le N2O, qui vient surtout c'est le gaz hilarant qui vient surtout de l'usage d'engrais azotés. Donc il y a une partie de l'azote qui est épandue sur les terres, qui est convertie en N2O et qui est un gaz à effet de serre important. Et donc, surtout, un des points importants, c'est que quel que soit finalement le scénario, il y aura au moins une hausse de la température de 1,5 degré. Tout l'enjeu, c'est de voir si on pourra rester sur ce 1,5 degré ou dériver vers plus 1 ou pas. Et donc, ça impose une réduction forte et importante des émissions de gaz à effet de serre dans leur globalité. Hop. Et donc, suivant donc, les scénarios qu'on aura, on va avoir des événements climatiques qui vont s'accélérer, soit donc, sur de la température. Donc, vous voyez ici les différentes possibilités suivant les hausses de la température. Donc, une augmentation des rythmes d'épisodes de forte chaleur ou de précipitations ou d'impact sur l'agriculture. Alors, moi, ces graphiques, j'ai toujours un peu du mal à le rendre vraiment concret, mais je pense que pour bien se rendre compte de ce que c'est dites-vous que ce qu'on a vécu cet été, où il y a une actualité très forte, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a parlé beaucoup de ce rapport, c'est qu'il a beaucoup rebondi sur l'actualité. Il faut se mettre dans l'état d'esprit qu'on aura des épisodes comme ce qui s'est passé depuis, en gros, le mois de juin, de façon répétée et de façon éventuellement plus violente. Et ça permet de se dire que quand même, chaque degré compte ou chaque pouillème de degré compte et chaque tonne de CO2 compte, et il va falloir vraiment passer à la vitesse supérieure quant aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre à venir. Alors, pour limiter ces émissions de gaz à effet de serre, il y a une notion qui est arrivée qui s'appelle le budget carbone, sur lequel on reviendra un tout petit peu plus tard. Et donc, suivant les différents scénarios, on voit que on est limité dans notre capacité à émettre les émissions. Alors, pour rendre les choses un tout petit peu plus concrètes, il y a un tableau derrière. Et on voit que entre les 1,5 degré et 2 degrés, grosso modo, donc, le budget carbone, il est entre 300 et 900 gigatonnes de CO2. Et donc, je prends la dernière colonne, hein, pour avoir le plus de chance, le 83% de chance. Et que pour vous donner un ordre de grandeur, on émet aujourd'hui à peu près de l'ordre de entre 30 et 40 gigatonnes de CO2, disons 35 gigatonnes de CO2 par an. Donc, vous voyez que si vous prenez le 1,5 comme objectif avec 83% de chance de rester en dessous du 1,5, ça veut dire 10 ans. 10 ans au rythme actuel d'émission. C'est-à-dire c'est très, très près.
Et donc, au-delà du fait, en fait, pourrait, pourrait s'accélérer, puisque ça, j'en suis pas complètement sûr. Ce qui s'est surtout accéléré depuis quelques années, c'est l'objectif. C'est-à-dire que l'accord de Paris, on a arraché un objectif qui était une limitation de la hausse de la température à plus de degrés et, si possible, 1,5 degré. Et aujourd'hui, cet objectif de 1,5 degré, depuis la publication du rapport, d'ailleurs, du GIEC en 2018 sur le 1,5 degré, est devenu la norme. Et il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'États qui se sont inscrits dans des démarches d'atteindre, vous entendez, le net zéro émission. Net zéro émission, ça veut dire 1,5 degré en 2050. Enfin, net zéro émission en 2050, ça veut dire 1,5 degré à la fin du siècle. Et donc, comment on peut dire, le compte à rebours on a vraiment donc maintenant un budget qui est devant nous et donc une capacité à réduire les impacts du changement climatique qui évidemment s'amenuisent au fur et à mesure de la non-action. Voilà, je crois que j'ai à peu près fini dans cette revue rapide du 6e rapport du GIEC. Merci beaucoup Stéphane, c'est parfait, très clair. Alors je crois qu'on a une petite écho par contre de ton côté. Hop, voilà, ça va être beaucoup mieux, nickel. Du coup, effectivement, merci beaucoup. C'était très clair, très précis. Je vois qu'on commence déjà à avoir quelques questions qui apparaissent auxquelles on pourra répondre. En attendant, tout de suite, je vous confirme, Christophe, concernant le PowerPoint, il vous sera diffusé dans l'email de remerciement que vous aurez après l'événement. Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là. On va peut-être maintenant passer à toi, Vincent, afin de nous en dire un petit peu plus justement sur le pont que l'on peut faire. Maintenant qu'on a le constat scientifique, qu'est-ce que ça veut dire pour les financiers? Pourquoi c'est intéressant de regarder tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que financiers? Et je vais te laisser du coup la main avec cette première slide qui, je pense, pourra faire parfaitement la transition avec ce que Stéphane vient de nous présenter. Absolument. En tout cas, merci Sarah, Hugo de l'invitation. Donc oui, l'évidence, c'est ce slide-là qui effectivement est le pont. Un pont peut-être en mauvaise situation. Donc ce graphique vous donne l'évolution des événements de catastrophes naturelles dans le monde. Tous ne sont pas directement reliés au climat, mais beaucoup le sont. Et c'est surtout la fréquence qui augmente, comme l'a parfaitement dit Stéphane, et qui pourrait encore augmenter. Et donc, il est peu douteux que les événements de l'ampleur comme ceux qu'on observe de plus en plus fréquemment ne puissent pas avoir de lien sur notre vie quotidienne et également l'activité financière. Pendant longtemps, on a évité de se poser la question, mais je pense que la question ne peut plus être esquivée aujourd'hui. Donc ça, c'est ce graphique, on voit bien que le nombre augmente. On commence à avoir des calculs, là aussi c'est peut-être ça qui faisait défaut, on manquait de calculs d'économistes qui se penchaient sur les conséquences du climat sur par exemple le fameux PIB. Donc il y a des études là où j'ai essayé de vous mettre les sources à chaque fois. Donc ça c'est un travail commun de la BCE et de l'ESRB qui essayait de chiffrer à horizon qui n'est pas si lointain que cela, c'est-à-dire 2050, l'impact du réchauffement climatique sur le PIB. Et vous voyez que là, le scénario, la courbe verte, qui est celle qui intègre les dégâts physiques du changement climatique, on a une baisse du PIB de 12%. Bon. 12% du PIB, si on remet ça en France, ça fait quelque chose comme 200 milliards d'euros. Bon, c'est pas une paille. Donc les ordres de grandeur commencent à être quand même significatifs. La granularité, vous savez, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Voilà. La granularité des calculs s'amplifie, donc ça devient de plus en plus précis, et notamment du côté des banques centrales, notamment la BCE, encore une fois, ils ont fait des calculs sur qui porte ce risque le jour où il y aura des inondations, le jour où il y aura tout un tas de conséquences, donc sur ces fameux risques physiques, qui va les porter. Et donc il y a des travaux qui sont sortis tout récemment, hein, c'est pas il y a 10 ans, ça date de juillet 2021, qui a essayé de voir quelles sont les banques qui portent les risques physiques. Donc ça, je vous invite à lire ce rapport qui est facilement trouvable sur Internet.
et qui quelque part nous dit des choses assez évidentes, mais qui les chiffre. Ces risques physiques touchent les banques les plus fragiles. Évidemment, celles qui ont moins de fonds propres pourront difficilement encaisser la situation, et également les moins rentables. Il y a 6 fois plus d'exposition sur les banques du premier quartile que du quatrième. Donc plus on est fragile et moins on est rentable, plus on aura on porte ce risque, on aura du mal à le supporter. Ça, c'est le graphique de gauche. Hein, les quartiles sont les bandes de couleur jaune ou bleu, selon qu'on parle de la rentabilité en bleu ou des fonds propres en jaune. Et puis à droite, vous avez un autre graphique qui vous montre qu'il y a 25 banques en Europe, hein, c'est en Europe tout ça, qui portent 70% du risque de transition. Et ce sont également quand même des grandes banques qui portent ça, c'est pas des petites banques. Évidemment, le jour où il y aura un problème, vu l'étendue du phénomène, il est évident que plus on est gros, plus on a de chance de porter ces risques-là. Donc 25 grandes banques concentrent 70% du risque de transition, avec des bilans bancaires qui vont de 68 à 2300 milliards d'euros. Donc on imagine que 2300 milliards, il doit y avoir quelques-unes de nos grandes banques françaises derrière. Les noms ne sont pas cités dans le rapport. En moyenne, l'exposition des prêts affectés par les risques physiques sont en moyenne de 7%. Voilà. Et puis certaines banques ont des expositions qui sont supérieures à 10%. Alors, tout dépend évidemment du type de risque que vous portez. Voilà, donc les chiffrages commencent à se faire jour. Il y a une accélération très claire des travaux, notamment des banques centrales. On en parlait hier en préparant le webinaire avec Stéphane, qui me rappelait opportunément que le premier rapport, j'avais déjà oublié, parce que 2006, c'était il y a 15 ans, malheureusement, c'était Nicolas Stern, qui est un économiste. Ça a été repris 9 ans après par Marc Carnet, qui lui était un des premiers gouverneurs à porter ce sujet-là. Je n'ai pas fait un historique complet de tout ça, mais je note quand même une accélération, notamment en 2021, avec des propos de Janet Yellen, la secrétaire d'État au Trésor aux États-Unis, de Christine Lagarde, et puis qui nous ont annoncé, notamment la BCE, les premiers stress tests en 2022. Ils n'ont pas été faits en 2012, ils seront faits en 2022. Donc voilà. Alors, les propos sont là, hein. Janet Yellen nous dit « Le changement climatique est un risque existentiel pour le futur de notre économie et notre style de vie. Risque existentiel. On retrouve maintenant l'absence de nuances, un peu comme le GIEC a progressé également dans sa formulation. Christine Lagarde ne dit pas autre chose, elle nous dit que le changement climatique et la transition vers une économie neutre en carbone posent des défis substantiels à l'économie et au système financier, avec la capacité d'affecter la croissance et l'inflation à court terme. Voilà, il y a le risque physique, les stranded assets posent des risques de perte pour le système financier. Le climat a des conséquences également pour les banques centrales sur la tenue des politiques monétaires, la supervision, etc., etc. Elle évoque également le risque d'inflation, voilà. Et puis donc elle évoque les premiers travaux de stress test. Donc on est clairement dans une phase d'accélération après, je dirais, quasiment 15 ans où il ne s'est pas passé grand-chose. On commence à voir également des chiffrages. Le CDP, que vous connaissez probablement, le Carbon Disclosure Project, fait toujours d'excellents rapports avec beaucoup d'iconographie et nous dit très clairement, nous donne des exemples de risques. Hein. L'immobilier sera touché par les inondations, par l'augmentation de la mer, l'érosion côtière. On a une baisse des récoltes, des incidences sur les chiffres d'affaires des producteurs de viande et de lait, des fermetures de centrales à charbon, enfin bref, etc., etc. Les stranded assets, je crois que vous êtes à peu près familier avec le concept. Une étude de McKinsey chiffrait à 15% le bilan à risque dans l'Union européenne. Vous voyez que la BCE était à 7, McKinsey est à 15. Et le CDP évoquait 1000 milliards d'euros, de dollars ou d'euros, d'impact sur le système financier. La BCE évoquait 34 milliards de risques opérationnels, donc le fait qu'éventuellement les agences ne puissent pas fonctionner. Voilà, donc l'ordre de grandeur, c'est à peu près est tout à fait considérable. Il ne faut pas regarder que la petite loupe du fait de ne pas pouvoir continuer à ouvrir les agences.
Face à ça, on a quand même des problèmes. La moitié des institutions financières n'ont pas fait le travail de, je dirais, d'évaluation de ce risque. Donc là, il y a un gros souci. Et puis, ça a été rappelé par Christine Lagarde. C'est encore une fois quelque chose qui est assez récent, février 2020. Donc, ils ont étudié des banques et il y en a à peu près. La plupart n'ont pas travaillé sur le risque climatique. 5 sur 26 ont partiellement déclaré l'impact sur les actifs financiers et aucune n'a fourni une publication complète. Bon, voilà. Les assureurs seraient même visiblement plus en retard que les banques. 27% ont aligné leur portefeuille sur un monde à 2 degrés. Voilà. Ça, c'est toi, Stéphane, qui a rajouté ça. Alors, on va peut-être effectivement laisser la main à Stéphane. Je ne sais pas, Vincent, si tu avais d'autres choses à ajouter aussi, on lui passe tout de suite. Non, mais il y avait peut-être une coupure qui allait vers du côté de Stéphane là, pour qu'il complète le propos. Ça marche, avec plaisir. Et ben, Stéphane, à toi de jouer justement, parce qu'on vient de parler de tous ces chiffres pour les institutions financières. On parle aussi énormément du secteur de l'énergie. C'est celui dont on parle d'ailleurs le plus souvent quand on parle de changement climatique. En tant qu'expert sur ces questions-là, qu'est-ce que tu peux nous dire, en tout cas sur cette question du secteur de l'énergie? Qu'est-ce qu'il faut savoir de prioritaire quand on parle du GIEC, des impacts, et en particulier sur ce secteur de l'énergie? Je vais commencer d'abord par dire deux choses. D'une part, ce rapport du GIEC, donc, comme vous l'avez compris, est incomplet. Il s'agit que d'une première partie. Donc, il va y avoir une partie qui normalement va être publiée en 2022, qui va avoir un gros focus sur le secteur de l'énergie, mais pas que. Et la deuxième chose que je me permets aussi de souligner, c'est que dans les deux gros secteurs en fait, qui sont très impactés par les émissions de gaz à effet de serre, donc l'énergie a souvent la part du lion, mais que le deuxième secteur, c'est le secteur agroalimentaire ou agro et forêt, qui représente quand même aussi un quart des émissions de gaz à effet de serre, dont je ne vais pas parler, mais je gardais en tête qu'il ne faut jamais oublier l'autre grand secteur dans lequel il y a un impact majeur et qui aura un impact majeur. Et si on ne fait rien dans ce dernier secteur, une bonne partie des efforts dans le secteur de l'énergie n'auront pas les effets escomptés, ou en tout cas, on n'habitera pas. On n'arrivera pas à réduire de façon conséquente les émissions de gaz à effet de serre globales. Donc, dans le secteur de l'énergie, évidemment, il y a des questions majeures qui se posent. Il y a un bouleversement important qui a lieu. Cette année, donc au printemps, il y a eu un rapport qui a marqué les esprits qui est sorti, qui est le rapport 1,5 degré de l'Agence internationale de l'énergie. L'Agence internationale de l'énergie, c'est une émanation de l'OCDE qui a été créée dans les années 70, comme à la base, c'était un regroupement des pays consommateurs pour faire face à la création de l'OPEP, qui est l'Organisation des pays producteurs de pétrole. Et puis, petit à petit, donc, elle a évolué vers un rôle un peu plus global et elle a produit pour la première fois, suite à des nombreuses critiques sur ces différents exercices prospectifs, elle a sorti pour la première fois donc, un scénario 1.5 au début de l'été. Donc, ce graphe est tout à fait récent et d'actualité. Et donc, essayer de mettre en place une roadmap, une espèce de voie qui permettrait d'atteindre le 1,5 degré. Alors évidemment, c'est très ambitieux ce 1,5 degré. Et parmi les messages clés et très importants qui ont été portés par cet exercice de l'AIE, c'est plus d'investissement dans les productions, consommations de pétrole, de gaz et de charbon dès maintenant. Évidemment, c'est quelque chose qui est très contraignant, mais c'est vraiment le message clé. Malgré un usage en plus assez important de la capture et stockage de CO2 qui permet en fait d'utiliser de façon un peu plus, d'utiliser encore pendant un bout de temps tous les actifs de production qui utilisent des énergies fossiles. Et puis, donc, il y a différentes technologies qui sont passées, les véhicules électriques, etc. Mais ce qui est important, c'est que le scénario de l'AIE, il dit plus d'investissement dans les énergies fossiles. Donc, après, en termes d'investissement, l'AIE s'est penché aussi sur cette question. Donc, ils ont estimé qu'entre 2016, les dernières années, on était en fait classiquement autour de 1,5 trilliard de dollars d'investissement dans le secteur de l'énergie.
auquel s'est ajouté donc le secteur des transports et des bâtiments et de l'industrie, qui fait qu'on a au global aujourd'hui un investissement autour des infrastructures liées à l'énergie, un peu au-dessus de 2 trilliards de dollars annuels. Et donc, la feuille de route qui a été publiée par l'AIE, elle demande un investissement, vous voyez, qui est quasiment de l'ordre de 2 fois supérieur, c'est-à-dire 5 trilliards de dollars par an. Donc, un mouvement très important, avec au global dans les messages clés, les secteurs clés, donc une électrification de l'économie. Donc la première vague qu'on voit d'électrification de l'économie et qu'on va voir, nous, qu'on va vivre, hein, c'est l'électrification des transports. Donc il y a la vague des voitures électriques qui est en train d'arriver et qui impose d'ailleurs elle-même aussi une décarbonisation du secteur de la production d'électricité, qui est lui-même un secteur qui est en mutation importante. Le dernier secteur qui sera les 2 derniers secteurs dans lesquels il faut vraiment avoir une révolution, c'est les bâtiments et le secteur de l'industrie lourde, dans lequel évidemment il y a des contraintes assez importantes en termes de coûts, mais aussi des contraintes techniques. Et donc, un point important, c'est que comme vous avez bien compris qu'il faut limiter autant que possible les investissements, il y a cette notion, et je l'ai vu qui est passée à un moment dans le fil du chat, cette notion de c'est quoi le risque de transition. Le risque de transition, c'est quoi? C'est le risque d'avoir, vous possédez un asset de production, une centrale charbon, et puis on vous dit, votre centrale charbon, on ne peut plus l'opérer parce que ça émet trop de gaz à effet de serre, et donc vous ne pouvez plus l'utiliser. Et donc, c'est ce qu'on appelle un actif échoué ou un stranded asset, comme l'a dit tout à l'heure Vincent. Et cette notion de stranded asset, en fait, elle a été initiée par un think tank anglais qui s'appelle Carbon Tracker en 2011 déjà, donc vous voyez, ça ne date pas d'hier. Et grosso modo, donc la courbe qui est là, elle dit, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que grosso modo, le budget carbone, il est un peu moins de 900 gigatonnes dans le cadre d'un scénario, d'ici 2050, dans le cadre d'un scénario de degrés. 900 gigatonnes entre 2000 et 2011, on en a brûlé à peu près 300. Et donc, ça nous reste 600 gigatonnes, puisqu'à l'époque, c'était 2011 l'année de référence, entre 2011 et 2050 en termes de budget carbone. Autrement dit, si on compare ces 600 gigatonnes qui nous restent par rapport aux réserves de pétrole, de gaz et de charbon, ça veut dire que les 2 tiers des réserves d'énergie fossile doivent rester dans le sol. Alors, ce message qui date de maintenant il y a 10 ans, il a été actualisé pas plus tard qu'il y a 2 semaines par une étude qui a été réalisée par Nature et qu'on a retrouvée un peu dans la presse nationale en France. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit un peu la même chose finalement. Alors, il s'est basé plutôt que de prendre un scénario 1 degré 5. Et qu'est-ce qu'il dit? Que 90% des réserves de charbon doivent rester dans le sol et que de l'ordre de 60% des réserves de gaz et de pétrole doivent rester dans le sol. Et tout ça a fait dire que les compagnies qui détiennent ces assets, donc les compagnies charbonnières ou assimilées, c'est-à-dire qui utilisent le charbon pour la production d'électricité, ou les grandes super majors pétrolières, ont un risque de transition. C'est-à-dire qu'elles risquent, sachant que leur valeur boursière est essentiellement gagée sur leurs réserves de pétrole ou de gaz, et une partie de ce réserve de pétrole et de gaz, en fait, potentiellement, ne valent rien puisqu'il doit rester dans le sol fondamentalement. Et donc alors, ce qui peut paraître comme ça, peut-être un petit peu peut-être hypothétique, ou etc., ça s'est déjà vu, en fait, hein. Et ceux qui ont subi de plein fouet le risque ce risque-là, c'est les utilities en Europe qui détenaient des assets de production de gaz, et typiquement Engie. Engie a subi le déclassement d'un grand nombre de ses assets de production de gaz, puisqu'il avait imprudemment pris des positions très fortes sur le gaz en Europe. Et en fait, la priorité des pouvoirs publics a été donnée aux énergies renouvelables, et il s'est retrouvé sur les bras avec des centrales qui étaient parfois quasi neuves ou neuves qu'il ne pouvait pas exploiter. Voilà. C'était clair. Merci beaucoup Stéphane pour ce point énergie. Alors, à nouveau, on a de l'écho pendant un instant. Je pense que ça vient de ton micro. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup.
De ton côté, Vincent, on va te laisser terminer cette présentation par un regard à la fois risque et opportunité, puisque Ouais. effectivement, on voit qu'on a commencé à avoir des questions. C'est quoi un risque de transition? De quoi on parle quand on parle d'un risque physique, etc. Donc, je vais te laisser terminer assez rapidement, si possible, pour qu'on puisse Ouais, ensuite passer aux questions qui sont nombreuses. absolument. On a beaucoup de choses à dire, donc je te laisse la main et ensuite on attaque les questions juste après. Ok. Alors, pourquoi on parle souvent des banques dans effectivement l'histoire du climat? C'est pas pour les agences qu'elles ont, c'est pas pour les data centers, c'est pour leur politique de financement et d'investissement. Ce qu'on appelle le scope 3, ce qui est en aval de chaîne, et le CDP, là encore, donc je vous encourage à lire toujours les rapports, nous dit que dans le secteur des services financiers, 93% des émissions de toute la chaîne de valeur, c'est le scope 3. C'est l'argent qu'on prête à ceux qui vont faire éventuellement une centrale à charbon. C'est également les parts qu'on prend dans des projets gaziers. Voilà, c'est ça qui représente 93% des émissions de CO2. C'est pas les agences. Donc ça, c'est important. Ensuite, nous, on a un problème avec le secteur bancaire, c'est que le secteur bancaire publie les émissions des scopes 1 et 2. C'est-à-dire, il publie 7% du problème. Et il a jusqu'à maintenant laissé de côté la transparence sur les 93%. Nous, on mène des travaux sur ce sujet-là chez Axilia et on a eu exactement le même genre d'observation. C'est-à-dire qu'on a voulu faire calculer une facture carbone avec les émissions de CO2, mais on n'a pas trouvé les chiffres. Alors, il n'y a que le Crédit Agricole qui publie des choses en France, mais le Crédit Agricole n'est pas tout le secteur bancaire. Et donc, voilà, il y a un vrai problème de transparence vis-à-vis des actionnaires. On ne peut pas calculer le risque financier lié au carbone, le risque de transition dans les banques, puisque ça n'est pas publié. C'est quand même pas négligeable, puisque regardez des chiffres encore publiés par Oxfam, Carbone 4, le secteur du pétrole et du gaz, donc qui est un repère à CO2, représente 45% au Crédit Agricole des prêts aux entreprises, hein, donc le portefeuille de crédit aux entreprises. Le plus bas, c'est le Crédit Mutuel, 26%. Voilà, donc c'est quand même significatif. Ensuite, les mêmes ONG ont fait des travaux pour essayer de consolider tout ça à l'échelle du bilan et on arrive à, pour la générale, 652 tonnes de CO2 par million d'euros de bilan. Il y a des gros écarts et le plus bas des très grandes banques, on a la Banque Postale à 353. Voilà, donc derrière 25 000 euros de dépôt chez BNP, en l'occurrence, c'est l'exemple qu'a pris le rapport Oxfam, il y a 9 trajets aller-retour Paris-New York qui se cachent. Ça n'était pas encore connu. Le même rapport, enfin un rapport plus récent, à associer cette fois-ci non pas des tonnes de CO2 mais des degrés de température, notamment à ces banques, puisque ce sont les banques qui sont celles qui sont associées au plus haut niveau d'accroissement de température sur les 100 prochaines années. Et vous voyez que BNP, Société Générale, Crédit Agricole, donc le top 3 qu'on avait sur le graphique d'avant, nous emmène vers un monde à 4 à 5 degrés. C'est pas à cause des agences qu'elles possèdent, c'est à cause des prêts qu'elles font, des investissements qu'elles réalisent. Qu'est-ce qu'il y a comme risque pour les banques? C'est les risques que portent les émetteurs et qui, par domino, devient un risque de la banque. Je vous encourage à revoir ce qui s'est passé aux Pays-Bas avec le procès Shell, où Shell a été condamné à baisser de 45% ses émissions de CO2 d'ici à 2030 sur les 3 scopes. Et c'est très éclairant de voir la nature de ce sur quoi s'est appuyé le tribunal pour condamner Shell. Ça va du bien-être des populations aux impacts sur la santé. Voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait considérable. Donc ensuite, il y a également les aspects d'opportunité. Ça n'est pas qu'une punition, le climat, ça peut être l'occasion, comme le disait Stéphane, d'enclencher une transition. Donc une banque, au lieu de financer des centrales thermiques au charbon, peut financer les énergies renouvelables, aider à rénover des sites, aider à la capture du carbone pour éviter qu'il ne termine dans l'atmosphère, peut aider à l'électrification des transports, développement des voitures autonomes. Enfin, il y a tout un tas d'activités, évidemment, qui attendent des financements. Ce sont également pour certaines filiales, notamment d'asset management, des opportunités en termes d'investissement. Vous avez tous entendu parler du développement de l'ESG, donc les fonds ESG, environnement, social, gouvernance. Ça se développe beaucoup. Les épargnants sont en attente de tout ça. Il y a le pendant du côté des marchés obligataires, ça s'appelle les green bonds. Je vous invite à lire la toute récente étude de l'ESMA sur le sujet.
qui pointent des problèmes de greenwashing. Il n'y a que 20% des émetteurs de green bond qui publient leurs émissions de CO2, c'est un peu surprenant, mais on peut faire confiance à l'ESMA sur le chiffre. Les émetteurs de green bond sont plutôt des gens qui ont une plus faible empreinte carbone, donc c'est pas les plus mauvais élèves, c'est ceux qui étaient plutôt pas mauvais, qui cherchent à s'améliorer, mais on n'a pas eu de preuve, nous dit l'ESMA, que ces émissions de green bond aient également conduit à des substantiels efforts de réduction derrière, parce que la donnée n'est pas fournie, puisqu'il n'y a pas de transparence forcément sur les chiffres. Il y a une grosse collecte sur les fonds ESG, mais c'est assez étonnant, je trouve, de voir la quantité d'études qui paraissent sur le greenwashing qui pourraient être associées, voire même probablement ou certainement à certains de ces fonds. Vous avez vu l'affaire des WS avec une baisse du cours de bourse de 15% au début du mois. Influence Map il y a 15 jours. L'ESMA sur les green bonds évoque le problématique de greenwashing. La BRI hier, la Banque des règlements internationaux, MSCI avait publié une étude également là-dedans. Et ce matin, l'EDEC Risk nous dit qu'il n'y a que 12% d'attention portée au climat dans les fonds climat. Voilà. J'étais assez étonné par cette étude d'MSCI qui est parue la semaine dernière, qui vous donne la répartition des 9200 sociétés de l'indice mondial, réparties par degré de température. Ils ont associé un degré de température à chaque entreprise, et vous voyez qu'il y a à peu près 10% des entreprises qui sont éligibles à un fonds qui se donnerait pour objectif de ne pas dépasser 1,5 degré. Il y a même des entreprises qui nous emmènent vers un monde à 10 degrés, et en moyenne, toutes ces entreprises, c'est ce que possèdent en moyenne les plus gros investisseurs, notamment les fonds de pension, nous emmènent vers un monde à 2 degrés 92, donc c'est un monde un peu compliqué. Voilà pour quelques graphiques impactants sur ce qui se passe et les impacts pour le secteur financier. Merci beaucoup Vincent, c'était très clair et extrêmement rapide. On va pouvoir répondre à toutes ces questions, donc c'est super, merci beaucoup. Pour continuer, effectivement, on va s'attaquer à toutes les questions que vous nous posez. Il y en a beaucoup. Je vais peut-être, pour introduire le sujet, j'ai vu passer une question de Miguel qui m'a tapé dans l'œil et que je vais prendre pour démarrer et introduire le sujet. Miguel, vous nous demandez ce qu'on répondrait à Alain Grandjean et Julien Lefournier, qui sont auteurs d'un livre qui est sorti assez récemment, qui s'appelle L'illusion de la finance verte. C'est un sujet qui est en partie connexe en tout cas à tout ce qu'on est en train de se dire, et qui a été un vrai sujet de discussion chez les AFR. Donc j'en profite pour vous répondre rapidement. Donc bien entendu, on n'a pas besoin de leur répondre pour commencer, parce qu'on va peut-être commencer tout simplement par saluer les travaux. Effectivement, il y a beaucoup de travail qui a été fait sur ce bouquin que je pense tout le monde devrait lire, parce que même si à mes yeux il est plutôt pessimiste, il reste un sujet très intéressant. Il aborde les limites de cette finance dite durable, toutes les limites structurelles auxquelles on est confronté, c'est-à-dire qu'on vous présente tous ces sujets, et en même temps, bien entendu, il existe et il existera toujours des points qui nous ralentissent, qui sont extrêmement bien mis en lumière dans ce bouquin, qui nous dit par exemple que effectivement, qu'il existe ou non des green bonds, eh bien, il y aura toujours, oui, des projets verts qui vont se développer. C'est pas faux, mais de mon côté, je vous répondrai que le green bond est aussi et surtout pour nous un outil excellent pour savoir si on finance de la transition ou si on finance le monde d'avant. Et ça, c'est un outil de fléchage. Alors oui, ça ne génère pas plus de projets verts. Par contre, en tant que financier, c'est un outil assez utile. Donc ça répond potentiellement à cette question des green bonds. On a aussi à l'intérieur de ce bouquin un plaidoyer assez long sur le fait que même si une partie des financiers font preuve de plus d'éthique, tant qu'il y aura des financiers qui financeront des choses négatives, eh bien, fatalement, ça ne servira à rien. Alors, effectivement, c'est tout à fait vrai, mais en même temps, est-ce qu'on peut faire le pari demain que l'éthique se diffuse et qu'on soit confronté à une révolution des consciences dans la finance? Bref, merci pour cette question, et surtout, je vous invite tous à acheter ce bouquin qui doit être fort intéressant. Je l'ai acheté moi-même et je suis en train de le lire, et qui a peut-être une vision qu'on pourrait dire plutôt pessimiste, mais quand il s'agit de parler du monde de demain, on ne peut pas être simplement optimiste parce que la finance fait un petit peu. Il y a encore énormément à faire, et c'est ce que nous dit ce bouquin. Donc merci pour ce petit point sur cette sortie littéraire du mois de septembre. Ça valait le coup d'en parler. Et maintenant, du coup, on va attaquer effectivement toutes les questions qui sont arrivées. Il y en a beaucoup. On va les prendre dans l'ordre. Je pense que c'est le plus pratique. Alors, Christophe, vous nous aviez posé une question sur les 2% d'impact de la France dans le changement climatique. Vous pourrez tous vérifier dans le chat, parce que Stéphane a déjà répondu à cette question en nous donnant le détail des calculs. Donc, je vais enchaîner directement avec la question d'après, qui était de la part de Nils, qui nous demandait quelle était la différence entre un net zéro
et un carbone neutral. Alors, je ne sais pas si Vincent ou Stéphane, lequel de vous deux préfère répondre, mais à vous de jouer, c'est quoi la différence? C'est quoi tous ces termes qu'on entend et qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, je vais juste revenir un tout petit peu sur le point d'avant. Donc, en fait, le 2% ou 1%, en gros, grosso modo, la France, c'est quelques pourcents des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Après, il y a aussi une responsabilité, c'est-à-dire que la France est aujourd'hui un pays développé, donc il a beaucoup émis par le passé pour se développer et être le pays qu'il est aujourd'hui. Et donc, quoi qu'il en soit, il y a aussi une responsabilité vis-à-vis des émissions passées. Donc, il ne faut pas tenir compte que de ce qu'on a aujourd'hui, mais aussi du passé. Et puis enfin, il ne vous aura pas échappé que l'accord de Paris, au global, il est que chacun fasse son effort. Donc, même si on est quelques pourcents, ça ne nous dispense pas d'apporter notre contribution. Et donc, pour la petite histoire, la stratégie nationale française bas carbone nous incite en 2050, du coup, ça fait un pont vers la deuxième question. Donc, c'est la neutralité carbone en 2050. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les émissions françaises, c'est entre 400 et 450 millions de tonnes de CO2 équivalent par an. Ça veut dire tout gaz à effet de serre confondu. Et l'idée, c'est de descendre à peu près 80 millions en 2050 et les 80 millions de tonnes restantes seraient compensées par le secteur de la forêt ou des mécanismes de capture de CO2. Et aujourd'hui, le plus efficace, ou en tout cas le plus réel, c'est celui des forêts. Donc voilà. Et donc, pour répondre, c'est quoi carbone neutral, c'est quoi, etc. Grosso modo, net zéro émission, donc pour bien clarifier ce concept. Ce concept, en fait, il est issu du rapport du GIEC 1.5 qui est sorti en 2018. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut limiter la hausse de la température à la fin du siècle, il faut que le monde soit en net zéro émission en 2050. Ça veut dire les émissions de CO2 sont à zéro en net. Ça veut dire qu'en brut, on peut être au-dessus, mais qu'il faut des mécanismes pour compenser tout ce qui sera au-dessus en 2050, donc de zéro. Et pour ça, en fait, il y a aujourd'hui des choses réelles, les forêts par exemple, même si ce n'est pas toujours facile de compter et de savoir exactement comment on compte l'impact des forêts. Et puis, l'usage de technologies un peu aujourd'hui qui n'existent pas, donc dans le fameux rapport 1.5 du GIEC, il parle d'un machin, vous allez voir, ça s'appelle les DAC, Direct Air Capture, ça veut dire, l'Islande vient de lancer la première unité de ce type. C'est donc des espèces d'énormes filtres où on attrape le CO2 dans l'air et puis on le met dans le sol. Et donc ça, évidemment, il y a un petit côté Shadok. Et donc, il y a d'autres gens qui disent, plutôt, parce que la concentration, même si on dit qu'il y a trop de CO2, la concentration du CO2 dans l'atmosphère, elle est très, très faible. Pour vous donner un peu une idée, on parle dans le jargon scientifique de 420 ppm. ppm, ça veut dire partie par million. Donc, c'est l'équivalent en millions, mais du pourcent. Donc, vous divisez 420 par 1 million et vous multipliez par 100 et vous avez la valeur en pourcent et c'est 0,042%. Donc, c'est évidemment très, très faible. Et donc, vous vous doutez bien que pour aller chercher le CO2 de l'air à des niveaux de concentration aussi faibles que ça, il faut embrasser de l'air. Et donc, pour brasser de l'air, il faut de l'énergie. Merci, bonjour. Bonjour les amis. Voilà. Donc, le net neutral, vous avez bien compris, c'est 2050 en général la date, même si parfois il y en a d'autres. La Chine, par exemple, a comme objectif de long terme d'être neutre en 2060. L'Allemagne, c'est 2045, mais en général, c'est plutôt 2050. Et donc, c'est le CO2 aussi bas que possible et les autres gaz à effet de serre aussi bas que possible, avec ce mécanisme net et brut qui est l'utilisation de mécanismes de stockage du CO2, les forêts ou les systèmes technologiques qui n'existent pas encore. Voilà. Merci beaucoup Stéphane, c'est parfait pour cette réponse. On va peut-être enchaîner. Alors j'ai une question technique de Guilhem qui nous disait: est-ce que les hypothèses de Nordos sont utilisées, entre parenthèses, les modèles linéaires pour les fonctions de dommage? Je pense que cette question est tombée, Stéphane, quand on était je regarde l'heure, mais logiquement, probablement à la toute fin de ta première présentation ou au début de la présentation de Vincent. Je ne sais pas si l'un de vous deux situe où se trouvait cette question et l'a vue passer. Vous me dites, et sinon, malheureusement, on passera à la question suivante parce qu'on ne sait pas exactement sur quel graphique était posée cette question. Aucun de vous deux? C'est pas grave. Bon, écoutez, en tout cas, Guilhem, n'hésitez pas à nous donner plus de précisions si besoin.
c'était mon graphique, ce sont simplement des observations, donc ce sont des accidents météorologiques ou hydrologiques déclarés, donc il n'y a pas de fonction estimative de dommages. Ce sont des déclarations d'assureurs, de réassureurs, donc il n'y avait pas de calcul. Parfaite précision. Merci Vincent. On va peut-être passer à Kim du coup, parce que je vois que pour Florence, la réponse sur la question de transition a été donnée par Stéphane durant la fin de sa deuxième présentation. Du coup, Kim, bonjour. Merci beaucoup pour ces quelques questions. La première, quel est le risque que les financiers qui sont toujours dans l'anticipation baissent les bras et se concentrent sur les valeurs qui pourraient tirer leur épingle du jeu dans un monde réchauffé? Et c'est une très bonne remarque, ça rebondit potentiellement avec la question du bouquin L'illusion de la finance verte. Et alors, qu'est-ce qui se passerait si on baissait tous les bras? C'est une très bonne question. Stéphane ou Vincent au choix, est-ce que c'est possible déjà? Est-ce qu'on peut avoir des financiers qui disent allez, tant pis, et on sort de tout ce qui pourrait être potentiellement risqué et on envisage le monde d'après comme il sera et on n'investit que là-dedans finalement? En fait, moi, j'ai envie de répondre de deux manières. Il y a d'abord, à un moment donné, il y aura un rattrape. En fait, on est face à un risque systémique, comme l'a évoqué Vincent. Donc, il est probable qu'on ait à affronter un certain niveau de réchauffement climatique. Et donc, il y aura des perdants dans cette histoire-là. Il va y avoir des entreprises qui vont avoir des problèmes, soit parce qu'elles sont exposées à des risques physiques, donc elles sont dans des endroits où il y a des inondations, il y a l'eau qui monte, etc., il fait trop chaud, là il faisait moins chaud avant, etc., etc. Soit parce que effectivement elles étaient dans des positions des positions fortes avec des actifs fossiles et petit à petit, donc il y aura forcément déjà des sociétés qui vont disparaître de fait. Et puis de l'autre côté, évidemment que le monde financier, il y aura des opportunités et donc il y aura des gens qui vont aller essayer d'anticiper le plus possible vers les gagnants ou les champions de demain. Et puis entre les deux, il y a donc ces sociétés qui vont évoluer et qui vont essayer de suivre le chemin ou en tout cas de ne pas se faire manger par l'impact climat. Et c'est là où il faut aussi penser à aider ces entreprises-là et avoir des mécanismes qui permettent de financer cette évolution au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas que des entreprises avec des ruptures, il n'y aura pas que des Tesla. Il y aura forcément besoin d'aluminium, d'acier, etc. Et toutes ces sociétés-là qui font du béton, de l'aluminium, de l'acier, il faut un accompagnement et il faut essayer d'avoir des mécanismes où les financiers sont incités à aller vers les plus vertueux et voire même prendre un peu de risque pour les plus innovants d'entre eux. Voilà ce que je peux dire. Ouais, pour compléter ce que vient de dire Stéphane, le problème, c'est que il y a déjà eu les conséquences. C'est-à-dire que depuis 10 ans, quand vous regardez le parcours en bourse des sociétés pétrolières, ça a fait zéro. Donc on a déjà fait courir beaucoup, enfin des gens ont perdu beaucoup d'argent en restant sur les sociétés pétrolières, en n'en gagnant pas. Pendant ce temps-là, le parcours du reste de l'indice a été parfois quasiment linéaire. Donc voilà, rester dessus, ça n'a pas rapporté en l'occurrence. L'engagement, ça prend beaucoup de temps. On sait déjà que Total sera éventuellement une société spécialisée dans les renouvelables dans 25 ans. C'est à peu près le temps que ça va lui prendre, si elle va à la bonne vitesse, parce qu'il nous reste les acteurs qui sont les plus gros, donc c'est ceux qui vont devoir faire le plus d'efforts. L'engagement, tous les gestionnaires n'en font pas, donc ça c'est un problème, mais effectivement il faut les pousser vers la transition. Maintenant, quand on est un tout petit investisseur, est-ce qu'il faut être actionnaire de Total? En tout cas, c'est pas isolément, on peut pas avoir d'action, on peut pas avoir d'influence, je dirais, à l'unité. Il y a peu de gérants qui forment des coalitions, c'est plutôt un phénomène américain. Ça tombe bien puisque les très gros actionnaires sont américains. Voilà, donc c'est des rapports de force en l'occurrence. Voilà, il faut choisir, mais bon. Peut-être que le petit investisseur a besoin de pas mal de mobilité dans sa gestion pour s'en sortir. Sinon, c'est un peu compliqué. Merci beaucoup à tous les deux, c'est parfait. On va continuer maintenant avec d'autres questions. Une question de Patrick qui nous demande comment on peut gérer la question de la comptabilité double, 2 fois, 3 fois, 10 fois parfois dans le scope 3. Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des grands sujets, c'est-à-dire que pour mesurer du carbone, on a une règle, c'est qu'il ne faut pas le compter 2 fois. C'est-à-dire
que s'il est comptabilisé dans une compta carbone quelque part, il ne faut pas qu'on le comptabilise ailleurs. Pourtant, forcément, ça peut devenir vite un problème quand on calcule le scope 3, puisqu'il pourrait être on pourrait se retrouver à l'avoir dans plusieurs comptabilités. Alors, comment on fait pour gérer ça? Stéphane, Vincent, à vous de jouer. En fait, moi je retourne la question, pourquoi c'est un problème de compter 2 fois ou 3 fois? Moi, j'ai pas de difficulté. En fait, la vraie question, elle est là. C'est-à-dire que si jamais vous associez à du carbone un prix et puis vous voulez faire payer quelqu'un vraiment une taxe réglementaire, quelque chose, bon, à ce moment-là, évidemment, on comprend bien qu'il va falloir un peu trier les pommes et les poires et être sûr que vous faites payer à quelqu'un ce qu'il doit payer. Mais si finalement, s'il s'agit plus d'évaluer une exposition à un risque et un montant de CO2, voilà, il n'y a pas de difficulté. Vous êtes un pétrolier, vous vendez du carburant. On comprend bien que les émissions de CO2 associées à l'usage des véhicules, vous en avez une partie de la responsabilité, même si c'est vrai que c'est difficile. Vous faites ça à un client, mais vous en avez en partie une responsabilité. De la même manière, ceux qui détiennent les véhicules, ils ont eux-mêmes aussi une responsabilité. Les deux sont responsables. Donc, il n'y a pas besoin de trancher. Total doit faire un effort parce qu'il est exposé à un risque d'un point de vue financier, c'est-à-dire que quand le véhicule électrique va arriver et qu'on n'aura plus besoin de pétrole, il y a un risque. Donc, évidemment qu'il faut souligner ce risque à travers les 400 millions ou les 450 millions de tonnes de CO2, soit dit en passant, pour Total, c'est le même ordre de grandeur que la France, hein, je ferme la parenthèse. Donc, Total, un groupe comme Total, il est nécessairement exposé aux émissions de CO2 des produits qu'il vend et au risque que demain, pour des raisons réglementaires ou pour des raisons de sauver la planète, on va arrêter d'avoir des véhicules thermiques. C'est ça qui se passe. Et donc, quand on dit Total à 450 millions de responsabilités sur sa tête, il faut comprendre qu'il y a un risque demain, on s'arrête et donc, de ce point de vue-là, moi, je ne vois pas de problème à avoir une triple ou une double ou triple comptabilité. C'est toujours un argument, moi, qui me revient quand on me parle à chaque fois du double ou du triple comptage. Bon, si on fait, juste, je me permets de faire une petite analogie avec la comptabilité nationale, la France. Donc, la France, dans son inventaire, émet à peu près 450 millions de tonnes, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et si vous prenez les effets d'importation, vous êtes à 700 millions de tonnes par rapport à ce. Donc, c'est l'empreinte. Donc, l'empreinte carbone de la France, c'est autour de 700 millions de tonnes et l'inventaire, c'est autour de 450. Le 700 millions, on voit bien qu'il est compliqué à faire puisque c'est lié aux importations de Chine de produits finis, mais aussi de produits semi-finis. Il y a plein d'incertitudes dans le calcul qui est arrivé. Néanmoins, c'est quand même important de réaliser qu'on a des émissions de CO2 qui sont liées à ce modèle très importateur et qu'il faut arriver à consommer moins. Après, il est extrêmement difficile d'un point de vue réglementaire de réguler ce phénomène et d'arriver à comment traiter, parce qu'il y a une partie des émissions qui sont liées à la Chine, etc. Donc, pour répondre à la question, pour moi, il n'y a pas de problème de double ou de triple comptage. L'important, c'est d'arriver à comprendre sa responsabilité dans une chaîne de valeur et de se dire que même si moi, je n'aimais pas forcément, si je suis lié à un produit qui est très carboné et que mon activité est liée à un produit très carboné, je porte un risque et un risque de transition. Totalement d'accord avec Stéphane. Le risque, c'est de ne pas le compter, tout ce CO2. Là. C'est de raisonner que sur une partie, alors il y a peut-être des doubles comptages, mais au moins on a une vision exhaustive et ça change tout. C'est-à-dire que si vous raisonnez, n'oublions pas que le CO2 aujourd'hui n'est pas valorisé. Il est décompté, effectivement, hein, les tonnes, mais ça n'est pas encore quelque chose qui est un risque financier. Nous, on a fait des travaux là-dessus. On a donné un prix au carbone et on a fait le travail sur, en l'occurrence, le CAC 40. Et il y a la moitié des entreprises qui ont un risque financier qui ne les rendrait plus éligibles à ce CAC 40 si elles devaient payer cette facture et si on valorisait le carbone. Donc, c'est quelque chose qui est totalement sous le radar. Et comme le dit Stéphane, le jour où ça se passera, là, le risque de transition, le risque physique, il sera extrêmement clair. Donc, voilà, il y a toujours des problèmes. La BCE, je rappelle, qui écrit beaucoup de choses de plus en plus, en juin ou juillet de cette année, a dit il faut commencer. Les outils ne sont peut-être pas extrêmement précis, mais il faut commencer. Il n'y a aucune excuse aujourd'hui à ne pas commencer, tellement la situation est critique.
Merci beaucoup Vincent, merci Stéphane. Je vois qu'il est 13h04. On va prendre une dernière question qui, je pense, en plus, va réconcilier pas mal de commentaires que je vois dans le chat. Cette question, c'est Hugo qui nous la pose et qui nous dit: quel rôle doit jouer la Banque centrale selon vous? Quel est le futur des banques centrales dans un monde en transition? Et plus largement, j'élargirais un petit peu la question pour faire un clin d'œil à Patrick qui nous dit attention à ce que les gouvernements viennent pas écouter nos webinaires et se dire que les financiers vont s'occuper de tout et qu'il n'y a plus besoin de rien faire. Effectivement, donc quel est aussi le rôle du politique dans cette équation-là? Bien sûr que les financiers peuvent faire une partie, mais je pense on partage tous l'idée qu'on ne fera pas ça tout seul et qu'il faudra un petit coup de pouce de la part des banques centrales, de la part des gouvernements. Alors, je vous laisse à Stéphane et Vincent une dernière question, c'est celle-là. C'est quel rôle doit jouer le public là-dedans? Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous leur demanderiez de faire si c'était vous, tout simplement? Non, mais j'ai remis la slide de Christine Lagarde là, que j'avais montré tout à l'heure, qui dit en bas de la coupure que j'ai faite là, ce sont les gouvernements et pas les banques centrales qui sont les premiers responsables pour faciliter une transition ordonnée et qui contrôlent les principaux outils. Bon, à ce stade, la Banque centrale n'a peut-être pas très envie de s'immiscer là-dedans, enfin, c'est ce qu'elle écrit en tout cas. Il est certain que le jour où ça deviendra systémique, comme aujourd'hui la Banque centrale l'a fait en matière de Covid, peut-être qu'elle rachètera à grande échelle des actifs, des stranded assets. C'est pas impossible hein, qu'il y ait un jour une bad bank du carbone pour sauver tout le système. Bon, mais enfin, c'est un peu d'un autre ordre de grandeur. Donc, je pense que c'est aussi, enfin, Stéphane l'a dit, il y a les gestes de chacun qui ne sont que vraiment qu'un petit bout. Il y a la réglementation, c'est à tout le monde de se prendre en main. Hein. Moi, ce que je pense surtout, c'est le système financier, il est en partie responsable, mais il est aussi, c'est une industrie par nature de service. C'est-à-dire qu'il y a des choix qui peuvent être faits. On voit qu'entre les banques, certaines sont plus exposées au pétrole et au gaz, mais au global, si je fais un peu le défenseur un peu du système financier, c'est aussi une industrie de service et donc elle est là aussi pour financer quelque part l'économie. Et l'économie, c'est pas quelque chose qui vient du Saint-Esprit, c'est vous et moi, c'est la société au global. Donc il y a évidemment un bout de chemin qui peut être fait, une certaine pression qui peut être faite au niveau indubitablement au niveau financier, mais il y a forcément aussi la société qui doit être au global modifiée. Il y avait Carbone 4 qui avait fait une étude intéressante sur la part des émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être obtenues par les uns et les autres par des actions soit ensemble, soit plus systémiques. Et on se rend compte qu'au global, un quart, 25% des actions pour les plus motivés des gens autour de nous peuvent être atteintes, mais au global, c'est système qu'il faut changer. C'est-à-dire que quand vous êtes à la campagne et que vous devez aller travailler, vous devez prendre votre voiture, vous devez prendre votre voiture, point, quoi. Et donc, il y a un moment où c'est le système qui doit s'organiser, donc au global, pour pouvoir faire que la vie des uns et des autres soit possible sans émissions de gaz à effet de serre. Merci beaucoup Stéphane. Vas-y Vincent, je t'en prie. Non, mais je dis, il faut revenir à des mots simples. Hein. Des mots comme transparence, cohérence, il faut s'obliger chaque jour à les utiliser. Un fonds ESG qui publie pas son empreinte carbone, enfin moi j'ai un gros doute. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on a acceptées pendant 15 ans. Les fonds ESG, c'est pas d'aujourd'hui, mais alors vous me direz le climat n'est pas l'alpha l'oméga de tout, mais est-ce que c'est pas la promesse implicite qu'achète un épargnant quand il achète un fonds ESG, c'est qu'au moins ça n'abîme pas le climat. Si ça l'abîme, il y a quand même un problème. Donc à un moment donné, voilà, il faut être cohérent, il faut beaucoup de transparence. Et il y en a pas assez du tout. Aujourd'hui, il y a 10 000 fonds en France, on ne connaît pas les empreintes carbone des fonds, voilà, quels qu'ils soient. Ça, c'est un vrai sujet. Donc, si les gens sont mis en situation de comprendre ce qui se passe, je pense qu'il pourrait y avoir des orientations correctes de l'épargne, notamment Merci beaucoup. Transparence. Merci beaucoup Vincent. Et il est 13h09, donc sur ces excellents propos, on va terminer notre échange. Peut-être que le résumé au bout de tout ça, c'est de se dire que quoi qu'il arrive, on doit dès aujourd'hui et pour demain apprendre à faire beaucoup plus avec beaucoup moins.
qu'il faudra optimiser notre consommation d'énergie, la façon dont nous vivons, et que les financiers sont peut-être pas la solution ultime, mais en tout cas, ils peuvent faire partie de l'équation pour résoudre ces grandes questions du changement climatique. En tout cas, voilà, chacun essaie de faire sa part. Les scientifiques nous donnent des billes pour savoir ce qui va se passer demain. Nous, les financiers, on doit réfléchir au monde qu'on est en train de développer et aux positions qu'on prend. Et bien entendu, la société civile, tout comme les politiques, les banques centrales et le public, ont leur rôle à jouer pour qu'on y arrive. Donc, merci beaucoup, Stéphane et Vincent, de s'être rejoints à Hugo et moi pour ce webinaire. C'était extrêmement enrichissant et on a été tous les deux ravis de vous accueillir. Hugo, je vais te laisser le dernier mot et la clôture, et on se retrouvera donc le mois prochain. Je ne vous annonce pas encore le thème, mais il ne serait tardé. En tout cas, merci à tous les trois et merci à tous nos invités. Non, mais Sarah, vu le nombre de commentaires non traités et le nombre de participants, on était 115 aujourd'hui. Je me demande s'il n'y aurait pas un intérêt à faire un GIEC 2. Quasiment. Puisque, non, mais c'est assez passionnant comme sujet. Donc aujourd'hui, on était 115 à suivre le webinar. Donc merci à vous. Merci évidemment à vous, Vincent et Stéphane, de l'avoir animé. On va garder le rythme mensuel. Là, on a des idées avec Sarah qui peuvent être aussi passionnantes que celui-ci. On sera ravis, Vincent et Stéphane, de vous réinviter pour les prochains. Et puis, on va vous laisser aller déjeuner. N'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires, on va essayer de les traiter. Et on va bien évidemment vous envoyer le support. Donc, tous les invités vont recevoir le support automatique avec le replay. Voilà. Et n'hésitez pas à nous envoyer des mails à Sarah ou moi si vous avez des idées de webinars, de sujets traités, d'invités également, puisqu'on commence à avoir une petite audience. Donc, on pourrait peut-être investir sur également l'ouverture à d'autres sujets et animateurs. Voilà. Donc, n'hésitez pas. On prendra tout ce que vous nous enverrez et nous vous souhaitons tous un excellent déjeuner. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. Merci.